D'accord. Bien, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour ce dernier séminaire de l'année 2017, avant le séminaire d'Alain Aspect en janvier 2018. Alors, pour cette occasion, nous allons accueillir Frédéric Daigne, que certains d'entre vous connaissent déjà. Il est professeur chargé de cours à l'École Polytechnique depuis 5 ans maintenant. Alors, Frédéric, 2012 je crois, oui, c'est ça, 5 ans, voilà. Et puis tu enseignes l'astrophysique en 3e année. Alors tu es professeur à l'Université Pierre et Marie Curie. En fait, tu es aussi ancien élève de l'École Polytechnique, je crois, promotion en 92, à l'issue de quoi tu as fait une thèse à Paris Sud, puis 2 postdocs, l'un au Max Planck Institute for Astrophysics, et puis ensuite au CEA, tout à fait. service d'astrophysique également. Puis tu es rentré dans le rang, maître de conférences, professeur, etc. Eh bien, tes travaux portent essentiellement sur les sursauts gamma, leur interprétation physique et l'application à la cosmologie. C'est la raison pour laquelle tu vas me donner un talk aujourd'hui sur la coalescence de 2 étoiles à neutrons. Je finirai par dire que tes travaux t'ont valu la médaille de bronze du CNRS, je crois que c'était en 2005 ou 2006, et puis d'être membre junior de l'Institut universel de France de 2007 à 2012. C'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation et je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et donc merci de m'avoir proposé de donner ce séminaire. Donc je vais vous parler de cet événement astronomique absolument exceptionnel qui a eu lieu au mois d'août de cette année. Je précise tout de suite que je n'ai participé à aucune des observations dont je vous ai parlé, mais je suis quand même concerné au premier titre par cet événement parce que vous allez voir que dans les observations, il y a un sursaut gamma et donc je travaille depuis des années sur la physique de ces phénomènes et leur lien entre autres avec les coalescences d'étoiles à neutrons. Une autre observation nous renseigne sur le site astrophysique de la nucléosynthèse des éléments les plus lourds, qui est aussi un sujet sur lequel je travaille. Et puis tout à la fin de l'exposé, je mentionnerai que dans l'avenir, à partir de 2022, la France, en partenariat avec la Chine, disposera d'un nouveau satellite particulièrement bien adapté à ce type d'observation, le satellite SVOM. Et je suis aussi un des principaux membres de l'équipe française de SVOM. Voilà. Donc, j'ai construit le séminaire de la manière suivante. Je vais d'abord vous donner, à titre d'introduction, quelques éléments sur les étoiles à neutrons et les systèmes binaires de 2 étoiles à neutrons, sur les prédictions théoriques qui existaient avant l'été 2017 sur le signal électromagnétique attendu en association avec une coalescence, c'est-à-dire une fusion de 2 étoiles à neutrons. Et puis sur l'état de l'art, sur les détections d'ondes gravitationnelles au moment du mois d'août 2017. Et puis ensuite, j'arriverai au cœur du sujet en vous présentant les observations qui ont été faites et puis en discutant l'interprétation physique qu'on peut en faire et les conséquences pour l'astrophysique, mais aussi, j'évoquerai brièvement les conséquences pour la physique fondamentale et la cosmologie. Voilà. Alors, donc brièvement, quelques mots pour commencer sur les étoiles à neutrons. Donc, vous le savez, une étoile à neutrons, c'est un résidu d'étoiles. Donc, les étoiles massives, typiquement plus de 10 masses solaires, à la fin de leur vie, quand elles sont passées par tous les cycles de fusion nucléaire, comportent en leur cœur un cœur de fer. Ce cœur est dominé par la pression de dégénérescence des électrons. Et à cause de la densité extrême, on est très proche du régime ultra-relativiste pour les électrons. Donc, on sait depuis Chandrasekhar qu'il y a dans ce cas-là une masse maximum au-delà de laquelle l'équilibre hydrostatique n'est plus possible. Et en fait, on dépasse très largement cette masse maximum. Donc le cœur s'effondre sur lui-même. Typiquement, on a un temps dynamique qui est de l'ordre de la centaine de millisecondes pour ce cœur d'étoile qui a un rayon de 1000 km. En 100 millisecondes, il s'effondre. Au cours de l'effondrement, on passe d'un cœur de fer à une étoile à neutrons, donc neutronisation, essentiellement parce qu'on rompt l'équilibre bêta, parce que ça coûte de plus en plus cher de refabriquer des électrons, puisqu'on remplit déjà tous les niveaux jusqu'au niveau de Fermi, et donc on continue à avoir des protons et des électrons qui forment des neutrons, mais dans l'autre sens, le neutron ne se désintègre plus. Et donc on forme une étoile à neutrons, et on arrive à un objet dont les modèles théoriques prédisent qu'il a typiquement une taille de 10 km et une densité du milliard de tonnes au centimètre cube, donc qui correspond à des distances entre neutrons qui sont de l'ordre du Fermi ou inférieurs. Et donc, un enjeu majeur est de comprendre le comportement de la matière à une densité aussi élevée. En fait, on ne comprend pas très bien. C'est la question centrale de l'équation d'état de la matière ultra dense. On n'a pas une équation d'état, on a 20 équations d'état possibles suivant par quel bout on prend le problème. Et on verra que l'événement du mois d'août donne quelques contraintes nouvelles sur cette question-là.
Alors, le reste de l'étoile s'effondre à son tour, rebondit sur l'étoile à neutrons, et d'une implosion, on passe à une explosion, et ça donne une supernova. Donc, vous avez ici un bel exemple de reste de supernova, la supernova du Crabbe, l'objet numéro 1 dans le catalogue de Messier, le premier catalogue de nébuleuses. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est le gaz interstellaire choqué par l'onde de choc provoquée par l'explosion de l'étoile. Et au cœur de cette nébuleuse, si on regarde en rayons X, on voit qu'il y a une deuxième nébuleuse à l'intérieur qui rayonne à très haute énergie et qui est en fait liée au fait que l'étoile à neutrons centrale éjecte un vent de particules et ce vent de particules vient cogner sur la coquille qui est là et à l'endroit du choc, il y a accélération de particules et rayonnement de... Et ça, c'est quelque chose de très générique en astrophysique. Dès qu'on a des chocs, on a accélération de particules et rayonnement non thermique. Alors on sait qu'il y a une étoile à neutrons au centre de cette nébuleuse, qui est un reste d'étoile qui a explosé il y a très longtemps, mais qui a été observé en 1054 par les astronomes, en particulier en Chine, avec des observations très précises, ce qui fait qu'au 19e, les gens ont réussi à voir que cette nébuleuse correspondait à l'événement décrit en 1054. C'est un très bel exemple de science sur 1000 ans d'intervalle. Et ensuite, dans les années 60, on a découvert au cœur de la nébuleuse un pulsar. Et le phénomène de pulsar, c'est le phénomène principal par lequel on observe aujourd'hui les étoiles à neutrons. En fait, quand l'étoile à neutrons se forme, elle est naturellement, par conservation du mouvement cinétique, à très forte rotation et par conservation du flux magnétique extrêmement magnétisé. Et donc, on se retrouve avec un dipôle tournant à très grande vitesse. Et donc, il y a un rayonnement électrométrique qui est produit, en partie rayonné très proche du pulsar. Et c'est ce qui produit le phénomène pulsar. Et puis ensuite, le reste sert justement à pousser ce vent de particules dont je parlais dans le transparent précédent et qui conduit à cette observation. Alors, l'idée, c'est que l'axe préférentiel de cette émission électromagnétique, c'est l'axe magnétique de l'étoile, qui n'est pas aligné avec l'axe de rotation, et donc on voit un pulse à chaque fois qu'on passe dans le cône d'émission. Et dans le cas du pulsar du Crabbe, eh bien, la période est de 33 millisecondes, ce qui est assez remarquable. Donc un objet qui fait 1,5 fois la masse du Soleil dans 10 km et qui tourne sur lui-même en 33 millisecondes. Voilà, c'est ça une étoile à neutrons. Alors il y a un autre moyen d'observer l'étoile à neutrons, mais on en connaît beaucoup moins. Des pulsars, on en connaît plusieurs milliers. L'autre moyen d'observer une étoile à neutrons, c'est si l'étoile à neutrons a un compagnon dans un système binaire. Et dans ce cas-là, si la séparation n'est pas trop grande, une partie de la matière du compagnon peut être arrachée pour venir tomber sur l'étoile à neutrons. En tombant, elle acquiert de la vitesse, donc, et cette énergie cinétique va être ensuite dissipée et va produire du rayonnement X, c'est ce qu'on appelle une binaire X. Ça fonctionne aussi avec les trous noirs, mais en fonction des propriétés, on est capable de dire si l'objet central est une étoile à neutrons ou un trou noir. Mais on connaît beaucoup moins de binaire X avec une étoile à neutrons que de pulsars. Alors ça, c'est le scénario très standard pour former une étoile à neutrons. Maintenant, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on veut former un système beaucoup plus rare, qui est un système de 2 étoiles à neutrons. Et là, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je vous montre ce transparent exprès pour montrer que c'est très loin d'être évident et qu'on s'attend à ce que ces systèmes soient rares. L'idée, c'est qu'il faut partir avec un système de 2 étoiles massives. Alors ça, c'est déjà rare. C'est pas rare que les étoiles soient dans un système binaire, mais ce qui est rare, c'est les étoiles massives. Les galaxies forment beaucoup plus d'étoiles peu massives que d'étoiles massives. Bon, néanmoins, comme globalement les étoiles se produisent dans un processus de fragmentation au cours de l'effondrement gravitationnel d'un nuage interstellaire, assez naturellement, ils se forment des systèmes binaires, et certains d'entre eux ont 2 fragments massifs, donc 2 étoiles massives. Alors vous avez ici un exemple avec typiquement une première étoile vraiment très massive, 20 masses solaires, et une deuxième étoile, 8 masses solaires. Alors je brosse ici les grandes lignes de l'évolution de ce système. De manière générale, les échelles de temps d'évolution sont beaucoup plus rapides pour les étoiles les plus massives. Donc c'est toujours l'étoile la plus massive qui va évoluer le plus rapidement, donc qui va passer le plus rapidement par les différents stades de fusion et arriver au stade d'effondrement gravitationnel. Donc globalement, la première évolue plus vite, elle grossit, parce qu'au cours de l'évolution, on grossit, on passe dans des phases géantes et supergéantes, et comme elle grossit, elle va ce qu'on appelle déborder son lobe de roche, c'est-à-dire on va autoriser la possibilité de transfert de masse vers le compagnon. Donc les masses initiales ne vont pas rester les mêmes, la plus petite va grossir, la première va perdre de la masse. Elle va donc comme ça, ce pointeur n'a plus, il marche par intermittence, voilà. Donc la première étoile va progressivement perdre son enveloppe et toute son enveloppe d'hydrogène va devenir ce qu'on appelle une étoile d'hélium. On voit directement de l'hélium à la surface. L'autre a grossi. Il y a aussi une partie de la masse qui a été perdue. C'est un facteur théorique d'incertitude important. Et puis, la première continue d'évoluer et finit par exploser. Et là, bien sûr, il y a un premier calcul dynamique. Est-ce que le système binaire survit à l'explosion de la première étoile? Dans une partie des cas, oui. Dans une partie des cas, non.
Si ça survit, on se retrouve maintenant avec un système composé d'une étoile à neutrons et d'une autre étoile qui continue à évoluer. Elle-même grossit, et on va avoir une phase assez amusante où en fait l'étoile à neutrons est à l'intérieur de l'enveloppe de l'autre étoile, c'est ce qu'on appelle la phase d'enveloppe commune, et ensuite cette enveloppe commune va être éjectée. Et là encore, il y a beaucoup d'incertitudes sur quelle partie de la masse est éjectée, comment ça frotte. Et tout ça est très important parce que ça va fixer la séparation finale des deux étoiles qui a une influence très très grande sur la coalescence ensuite. Voilà, alors si tout se passe bien, la deuxième étoile évolue et finit par exploser. Et quand elle explose, de nouveau, il y a une certaine probabilité que le système survive. Et si c'est le cas, ben, cette fois, on a gagné, on a deux étoiles à neutrons. Mais je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a quelques estimations de nombres par rapport au nombre de systèmes initial. On a un nombre de systèmes qui a survécu à tout ça, qui est très très faible ici. Il faut savoir qu'on connaît en gros une dizaine de systèmes binaires de deux étoiles à neutrons dans notre propre galaxie, la Voie lactée, pas plus. Voilà. Alors ensuite, je vais vous expliquer que ce système va continuer à évoluer à cause de l'émission d'ondes gravitationnelles. Donc si on a deux étoiles à neutrons, eh bien on a une source d'ondes gravitationnelles. Alors l'idée générale, c'est que donc une onde gravitationnelle, c'est donc une fluctuation de la métrique d'espace-temps, et on a une formule générale qui vous décrit l'émission d'ondes gravitationnelles. Donc ici, c'est la puissance rayonnée sous forme d'ondes gravitationnelles en fonction du mouvement accéléré des masses. Donc ici, vous avez la dérivée troisième du quadrupôle des masses dans la source. Donc c'est la formule dite du quadrupôle d'Einstein qui donne le premier terme qu'on peut dans l'émission d'ondes gravitationnelles. Bon, vous savez qu'historiquement, Einstein s'est dit en voyant ça, ça va être faiblard parce que G sur C5, c'est quand même petit. Mais il y a une astuce, c'est que si on dit le moment quadrupolaire, il est de l'ordre de la masse fois la taille au carré fois un facteur lié à la géométrie générale, que je note S, un facteur sans dimension, qui vaut 0 si c'est une sphère et puis qui augmente si on est très loin de la symétrie sphérique. Ensuite, on peut dire la dérivée troisième, je vais diviser par une échelle de temps caractéristique, qui est en gros la taille divisée par la vitesse des mouvements. Je réorganise tout ça sous forme de facteurs non dimensionnés, et je m'aperçois qu'au miracle, mon G sur C5 est devenu C5 sur G, donc cette fois c'est extrêmement grand, mais pour être très très grand, il faut que les trois autres facteurs soient proches de 1. Et donc voilà les trois conditions pour être une bonne source d'ondes gravitationnelles. Il faut, premier facteur, être le plus loin possible de la symétrie sphérique. Les systèmes binaires respectent très bien cette condition. Deuxième facteur, il faut être relativiste au sens de la relativité restreinte. À la fin de leur évolution, les systèmes binaires vérifient aussi cette condition. Et troisième facteur, il faut être relativiste au sens de la relativité générale, c'est-à-dire qu'il faut avoir une taille très petite par rapport à sa masse, c'est-à-dire qu'il faut être très très proche du cas ultime qui serait le cas du trou noir. Voilà, GM sur RC2 doit être le plus proche possible de 1. Et voilà, eh bien, les systèmes binaires ont été très rapidement identifiés comme les sources astrophysiques qui, le plus facilement, respectaient ces trois conditions. Et ce n'était donc pas une surprise que les premiers systèmes observés en ondes gravitationnelles soient des systèmes binaires. Ce qui a été une surprise, c'est les masses des objets mesurés, mais que ce soit une coalescence de systèmes binaires n'était pas une surprise. Alors, en fait, on peut très facilement calculer l'évolution du système. Si on était en physique newtonienne, il aurait une énergie constante, mais il perd de l'énergie à cause de l'émission d'ondes gravitationnelles. Et à partir de là, ça veut donc dire que les deux étoiles se rapprochent et que la période diminue, les deux étoiles tournent de plus en plus vite. Donc, vous avez ici, au premier terme, l'évolution temporelle de la séparation, c'est le demi-grand axe. Voilà la puissance rayonnée sous forme d'onde gravitationnelle pour un système binaire. Et vous savez que ça a été extrêmement bien testé avec le pulsar binaire 1913 plus 16. Donc c'est un système de deux étoiles à neutrons. L'une d'entre elles est vue comme un pulsar. Donc on a une horloge super précise qui permet de mesurer la période. Et donc Hulse et Taylor l'ont suivi pendant des années et ont pu montrer que la période évoluait très lentement. Elle est de l'ordre de 78 heures et elle diminue de 76 microsecondes par an. Et donc on peut en déduire que la séparation entre les étoiles diminue de 13 milli-unités astronomiques. Je vous rappelle qu'une unité astronomique, 150 millions de kilomètres, c'est la distance Terre-Soleil. 13 milli-unités astronomiques par an. La séparation est de 13 milli-unités astronomiques et elle diminue de 3 mètres par an. Et donc on peut en déduire que les deux étoiles se retrouveront dans 350 millions d'années. Donc je ne sais pas si Virgo, LIGO prendront encore des données dans 350 millions d'années, mais on est prévenu. Et vous avez ce très beau test de la relativité générale, les points de mesure de l'évolution de la période. Ici, précisément, c'est la dérive de la période. Et en trait noir, la prédiction de la relativité générale. Voilà. Alors, des systèmes comme ça, on en connaît 10 dans la galaxie. Et celui qui aura sa coalescence dans le moins de temps, c'est typiquement dans 60 millions d'années. Donc, typiquement, il faut espérer être sensible au-delà de notre galaxie si on veut observer ce genre d'événement.
Alors, je continue cette introduction. Maintenant, je vous ai expliqué comment on pouvait former un système binaire de deux étoiles à neutrons. Pourquoi ensuite, à cause de l'émission non gravitationnelle, on s'attend à ce que les deux étoiles se rapprochent et finissent par se rejoindre. Maintenant, quelques mots sur l'association qu'on faisait de ce type d'événement avec d'autres événements observés, et en particulier les sursauts gamma. Donc les sursauts gamma, c'est un phénomène à haute énergie qui est connu depuis la fin des années 60. Typiquement, ça ressemble à ça. Vous avez ici une carte du ciel gamma. Alors je ne commente pas, mais la carte du ciel gamma ne ressemble pas au ciel étoilé. Essentiellement, on voit une émission diffuse de la galaxie et puis quelques sources dans le ciel. Et puis tout à coup, il y a un point qui devient extrêmement brillant. Ici, c'est un satellite première génération et il sature au moment du maximum de l'émission. Et ça dure 10 secondes, c'est super variable, et puis ça s'éteint. Et ça peut se produire dans n'importe quelle direction du ciel. Alors, il a fallu très longtemps pour comprendre ce que c'était. On a commencé par essayer de faire de la statistique. Donc, en particulier dans les années 90, on a observé des milliers de sursauts gamma avec le satellite, l'observatoire spatial Compton. Et on s'est aperçu en particulier que quand on faisait l'histogramme des durées des sursauts gamma, eh bien, ils sont toujours très courts. Vous voyez, là, c'est quelques dizaines de millisecondes, et là, c'est quelques centaines de secondes, milliers de secondes, mais clairement, il y a une distribution bimodale. À côté de ça, les propriétés du sursaut gamma, les courbes de lumière, les spectres, sont très semblables. Donc, l'idée qui est apparue assez rapidement, c'est que c'est la même physique, et on va voir quelle est cette physique. C'est une physique de jet relativiste, mais qui est déclenchée par deux événements initiaux qui sont différents. On a deux classes de progéniteurs. Alors, je vous dirai quels sont ces progéniteurs plus tard. Voilà quelques exemples de courbes de lumière. C'est vraiment des phénomènes extrêmement variables. Et voici un exemple de spectre. On est typiquement en présence d'un spectre non thermique, donc rayonné par des particules hors équilibre, qui ont été accélérées, par exemple, dans des chocs ou dans de la reconnexion magnétique. C'est le genre de choses où on se dit tout de suite que ça va être compliqué à modéliser, parce qu'un corps noir, c'est pratique, on a tout de suite une température, mais là, non. Voilà. Alors, on sait depuis les années 90, fin des années 90, qu'après le sursaut gamma, il y a une émission dite rémanente qui est observée en rayons X, puis dans le visible, puis en radio, qui décroît rapidement, mais sur des échelles de temps plus longues. On peut l'observer pendant plusieurs heures, voire jours, voire semaines, voire dans les cas les plus extrêmes pendant plusieurs mois. Et donc ici, typiquement, la magnitude, c'est une échelle de logarithmique du flux. Là, vous avez le logarithme de la date, donc vous avez une décroissance typiquement en loi de puissance ici. Et l'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on a la rémanence dans le visible, on a une précision bien meilleure de la position, parce qu'en astronomie gamma, on ne sait pas bien localiser les sources. On a typiquement des boîtes d'erreur qui se comptent en dizaines de degrés de taille, alors que dès qu'on a une source visible, on a mieux que la seconde d'arc. Et donc, on peut ensuite pointer des grands télescopes et faire des spectres de très bonne qualité. Et grâce à ces spectres, on s'aperçoit que la lumière est décalée vers le rouge, très fortement décalée vers le rouge. Et donc, on connaît maintenant la distance des sursauts gamma. C'est des objets extrêmement lointains, extragalactiques, qui en fait les objets électromagnétiques les plus brillants connus dans l'univers. Typiquement, alors je suis désolé, comme je suis astrophysicien, je compte encore en erg, mais voilà, on est avec 10 puissance 44, 45, 46 joules, si on fait l'hypothèse que ça rayonne de la même façon dans toutes les directions, ce qu'on appelle l'énergie rayonnée équivalente isotrope. Alors, en termes de décalage vers le rouge, les sursauts gamma les plus lointains sont au voisinage de Z égale 9, c'est-à-dire c'est très nettement au-delà des quasars les plus lointains, donc les galaxies à noyau actif, et c'est un peu moins loin que les galaxies les plus lointaines détectées dans les relevés très profonds de Hubble, mais c'est compétitif. Donc il y a l'espoir un jour de pouvoir faire de la cosmologie de l'univers très lointain en utilisant les sursauts gamma, en faisant par exemple la spectroscopie d'absorption sur la rémanence des sursauts gamma. Alors, pour finir sur les sursauts gamma, aujourd'hui, les sursauts gamma sont observés par deux satellites principaux, dont un va jouer un rôle important dans l'histoire qui suit. C'est les satellites Fermi et Swift. Donc, Fermi est un satellite qui observe l'émission du sursaut gamma proprement dit, mais avec une couverture spectrale en gamma qui est exceptionnelle. Et Swift est une machine à détecter la rémanence immédiatement après le sursaut gamma, ce qui demande une chaîne instrumentale très subtile. Vous avez un télescope grand champ gamma qui détecte le sursaut. La localisation à la minute d'arc
est calculé à bord et le satellite se repointe automatiquement pour mettre ensuite la source dans le champ de vue d'un télescope X et d'un télescope visible. Et en parallèle, les informations sont transmises automatiquement au sol et il y a des réseaux de télescopes robotiques qui recherchent la rémanence visible. C'est vraiment toute une chaîne instrumentale qui s'est développée au cours du temps et qui, là encore, a joué un rôle très important parce que la chaîne instrumentale mise en œuvre pour suivre les ondes gravitationnelles est directement héritée de celle qui avait été mise en place pour les sursauts gamma. Alors, un mot sur la physique des sursauts gamma. Eh bien, l'idée, c'est que le sursaut gamma, les deux propriétés les plus importantes, c'est une échelle de temps de variabilité extrêmement courte. Ça, il y a un argument de causalité qui est tout le temps utilisé en astrophysique qui dit que la source, dans ce cas-là, ne peut pas être plus grande que C fois l'échelle de temps de variabilité. Sinon, il faudrait que deux endroits très éloignés communiquent et ils ne peuvent pas. Et si vous faites ça et que vous mettez toute l'énergie rayonnée en gamma dans ce volume, vous avez une densité de photogamma telle que ça ne marche pas. Tous les photons s'annihilent pour donner des paires. Et vous ne devriez pas voir des photons gamma, vous devriez voir un spectre qui est coupé un peu au-delà de 511 keV, un spectre thermique avec une forte coupure. Ce n'est pas ça qu'on observe. Alors la solution est connue depuis longtemps, elle est due à Martin Rees, un des grands astrophysiciens de cette période, qui a dit, en fait, c'est émis dans un jet relativiste. Si c'est émis dans un jet relativiste, à cause de la focalisation vers l'avant des photons, eh bien, vous avez deux effets. D'une part, vous ne voyez plus toute la source, vous ne voyez que la région de la source qui vient vers vous, donc l'argument de causalité sur la taille ne s'applique plus qu'à cette région-là, la source elle-même peut être beaucoup plus grande. Et deuxième argument, comme les photons sont vers l'avant, eh bien ils ont des trajectoires quasi parallèles, ce qui diminue considérablement la section efficace d'interaction photon-photon. Et vous pouvez combiner les deux et calculer quel est le facteur de Lorentz minimum pour pouvoir observer le spectre que vous observez. Et vous obtenez typiquement des facteurs de Lorentz de l'ordre de 100. Donc on a effectivement des jets ultra-relativistes. Alors là, c'est vraiment, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas en parler, mais là, on arrive vraiment dans la physique dont je suis spécialiste. C'est comment ensuite on produit le sursaut gamma. Donc l'idée, c'est qu'on ne la produit pas donc, à la source, mais dans le jet. Et donc il faut invoquer deux choses. Il faut invoquer des mécanismes dissipatifs dans le jet qui vont permettre d'accélérer des particules et de rayonner ensuite les gamma par synchrotron et diffusion comme temps inverse. Une des idées les plus simples, c'est des chocs. Si vous imaginez que l'éjection ne se fait pas de manière très régulière, tout va quasiment à la vitesse de la lumière, puisque c'est des facteurs de 100, mais par exemple, il y en a un, c'est 400, 100, et l'autre, c'est 400. Donc celui-là, il finit par gagner un petit peu, et à très grande distance, les endroits se rejoignent. Donc dans une approche fluide, ce qui se passe, c'est plutôt un gradient de vitesse qui se rédit, puis là, il y a une onde de choc qui se forme, et à cet endroit-là, vous allez accélérer des particules et faire du rayonnement non thermique. On discute aussi beaucoup une alternative où ça serait plutôt de la reconnexion magnétique, tout dépend de la magnétisation du jet à grande distance. Et puis ensuite, la rémanence, là, l'idée la plus naturelle, c'est de dire que c'est l'effet du freinage du jet dans le milieu environnant. Donc là, vous avez de nouveau une onde de choc très violente qui se forme, qui est initialement ultra-relativiste, et puis qui ensuite est de moins en moins relativiste, de moins en moins intense. Et ça, très naturellement, ça conduit à une rémanence qui est très brillante, et puis qui décroît rapidement, et qui rayonne plutôt à haute énergie au début et à basse énergie à la fin. Globalement, ça marche assez bien, même si dans le scénario, il y a ensuite, dans les détails, comme souvent en astrophysique, on a du mal à atteindre une précision très très grande. Alors, j'ai dit, à cause de la source centrale, éjection relativiste. Ensuite, on produit l'émission gamma dans le jet et la rémanence est liée au freinage par l'extérieur. Alors, je vous ai dit, cette physique, elle est sans doute à l'œuvre avec, au départ, deux types de progéniteurs très différents qui expliquent cette bimodalité de la distribution des durées. Et comme j'ai dit au départ, il faut une source centrale très compacte, et puis il faut quand même libérer beaucoup d'énergie. Donc l'événement initial, c'est a priori un événement cataclysmique qui produit un objet très compact. Et quand on dit objet très compact, à cause de la variabilité observée, il n'y a pas le choix. C'est soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. Eh bien, coup de chance, on connaît essentiellement deux canaux dans la nature pour produire ce type d'objet. Soit l'effondrement d'une étoile massive dont je vous ai déjà parlé, soit la coalescence de deux objets compacts qui donnent un nouvel objet compact à la fin. Dans les deux cas, on peut le voir d'ailleurs comme une contraction gravitationnelle, mais bon, c'est un ou deux objets. Et donc, ça marche très bien. Et alors, la situation pré-2017, c'est que pour les sursauts les plus longs, on avait tout un faisceau d'observations que je ne vais pas détailler qui nous disait de manière très très claire qu'ils étaient associés à l'effondrement d'étoiles massives. Et tout le monde disait, vraisemblablement, pour l'autre classe, et on avait quelques indices indirects, eh bien, ça doit être des coalescences d'étoiles à neutrons. Et puis, maintenant, on sait que c'est sans doute vrai. Alors, le point, un exemple d'argument indirect que je vous soumets, qui est typiquement un argument astrophysique qui va vous parler plus ou moins, c'est on regarde les galaxies dans lesquelles ont lieu ces événements. Si on regarde les galaxies dans lesquelles ont lieu les sursauts longs, c'est toujours des galaxies qui sont en train de former des étoiles. Or, les étoiles massives ont des durées de vie très très courtes,
Donc les effondrements d'étoiles massives doivent être corrélés à la formation d'étoiles. En revanche, quand on regarde les galaxies hautes des sursauts courts, eh bien, ça peut être tout type de galaxies, des galaxies qui forment des étoiles, comme des galaxies qui n'en forment pas. Or, je vous ai décrit tout à l'heure le temps qu'il fallait pour avoir les 2 étoiles à neutrons. Ça, c'est assez court, parce que c'est en gros les temps de vue des étoiles massives, qui se comptent en millions d'années. Mais ensuite, le temps qu'il faut avant la coalescence peut être extrêmement long. Il va comme la puissance 4e de la séparation initiale, et donc il peut se compter depuis des dizaines de millions d'années jusqu'à des milliards d'années. Et donc, on peut perdre complètement la corrélation avec la formation d'étoiles. On a exactement la même dichotomie entre les supernovae de type 1A et les autres supernovae, donc c'est le même type d'argumentation. Donc c'était considéré comme un argument fort pour dire que oui, il y avait association avec le sursaut court. Là, bien sûr, avec les ondes gravitationnelles, on a un argument beaucoup plus direct. Alors, pour finir, un mot sur ce qu'on attendait à l'issue d'une fusion de 2 étoiles à neutrons avant l'été 2017. C'est assez joli parce qu'essentiellement, on attendait ce qu'on a vu, donc c'est quand même encore un bel exemple du pouvoir prédictif de la physique. Alors, c'est des idées théoriques qui s'étalent depuis les précurseurs. Il manque un A, c'est Paczynski en 86, qui est le premier à avoir évoqué ce genre de choses, mais on en parlait encore en début 2017, hein, bien sûr, c'est un scénario qui s'est construit sur la durée. Mais essentiellement, alors, il y a ambiguïté sur l'objet central qui se forme après la fusion. C'est soit un trou noir, soit une étoile à neutrons massive qui peut éventuellement ensuite se réeffondrer en trou noir. Et ça dépend fortement à la fois des masses initiales et de l'équation d'état de la matière ultra-dense. Parce que suivant l'équation d'état de la matière ultra-dense, la masse maximum d'une étoile à neutrons n'est pas la même. Et donc, vous pouvez soit former un objet qui, pour une équation d'état, est au-delà de la masse maximum et donc immédiatement s'effondre en trou noir, ou pour une autre équation d'état, est en dessous de la masse maximum et reste une étoile à neutrons, et puis s'il y a de la matière qui continue à tomber, ensuite se réeffondre. Donc ça, c'est incertain. Mais en tout cas, toute la masse ne reste pas dans cet objet central. Il y en a une partie qui est immédiatement éjectée, plutôt dans la direction du plan équatorial, mais globalement quand même de manière relativement isotrope, et puis une partie qui va former un disque d'accrétion. Alors la partie qui est éjectée, ça c'est très intéressant. Il y a l'idée que ce que vous éjectez, c'est de la matière extrêmement riche en neutrons, puisque c'est de la matière d'étoiles à neutrons. En neutrons, et aussi il y a des éléments lourds, parce que dans la partie des éléments lourds, mais proche du pic du fer, parce que dans la croûte de l'étoile à neutrons, vous avez encore des éléments lourds. Et vous avez donc des conditions extrêmement favorables à un processus de physique nucléaire assez rare, qui est ce qu'on appelle le processus de capture rapide des neutrons. L'idée, c'est que vous partez d'un noyau déjà, par exemple, d'un noyau du groupe du fer, vous capturez des neutrons, et l'idée, c'est que vous réussissiez à capturer des neutrons à un rythme beaucoup plus rapide que celui de la décroissance bêta qui ensuite vous ramène vers la vallée de la stabilité. Donc ce qui se passe, c'est que vous grossissez très très vite, mais avec un ratio neutron-proton qui est complètement anormal, et ensuite, par désintégration bêta, vous revenez vers la vallée de la stabilité. Alors, c'est très intéressant parce que c'est le seul mécanisme connu pour produire les éléments les plus lourds. Alors ceux qu'on cite habituellement, parce que c'est ceux qui marquent les esprits, c'est le platine, l'or, l'uranium, par exemple. Donc c'est vrai que ça faisait des années que je montrais mon alliance en disant que, je vois que je regardais mon alliance, je me disais que sans doute l'or avait été forgé dans une coalescence d'étoiles à neutrons. Là, on a une indication encore plus forte, j'en suis encore plus convaincu aujourd'hui. Et puis, l'idée la suivante, c'est qu'on s'attendait donc à un phénomène lumineux associé. Pourquoi ? Parce que ces noyaux sont radioactifs, donc ils vont chauffer l'éjecta, et ensuite, naturellement, l'éjecta va refroidir en rayonnant. Et donc, on avait une prédiction très très claire. Alors, c'est ce qu'on appelait la kilonova. Et puis après, cet éjecta peut aussi freiner, donc ça peut aussi donner un afterglow radio, une rémanence radio, pardon. Et puis après, de manière générale, si l'objet central est par exemple un trou noir, on sait qu'un système trou noir plus disque a la capacité à faire une éjection relativiste, mais qui, cette fois, est très dirigée. Et ça, c'est les conditions pour donner un sursaut gamma. Voilà. Alors, je vais sauter ces deux transparents, mais juste pour dire que là aussi, avec les éléments lourds, il y avait des éléments indirects pour favoriser que les coalescences d'étoiles à neutrons soient la source principale d'éléments lourds. Alors maintenant, on arrive au mois d'août 2017, et quel était le statut des interféromètres gravitationnels pendant l'été 2017 ? Donc, vous savez qu'au départ, il y avait essentiellement deux collaborations, la collaboration LIGO aux États-Unis, la collaboration Virgo en France, qui maintenant ne font plus, en Europe, pardon, qui maintenant ne font plus qu'une seule grosse collaboration. Et à chaque fois, le principe, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais en gros, l'idée, c'est que vous avez un interféromètre de grande dimension, et si une onde gravitationnelle traverse l'interféromètre,
elle ne va pas déformer de la même façon les deux bras, donc vous allez troubler votre figure d'interférence et savoir que quelque chose s'est passé. Alors après, quand on regarde quelle est la variation relative des longueurs, elle est de 10-21, et c'est là qu'on se dit, comment ils font. Voilà. Mais ça, c'est pas moi la meilleure personne pour vous expliquer comment ils font. Mais enfin, ça a été long pour que ça marche. On peut peut-être juste mentionner qu'il y a plein de limitations sur le domaine de fréquence. En particulier, on ne peut pas observer à basse fréquence à cause du bruit sismique, et que donc il y a une fenêtre de fréquence favorable pour l'observation avec ce type d'instrument, et que c'est justement la fenêtre de fréquence qui est adaptée à la fin de l'évolution d'un système binaire de masse stellaire. Et puis on peut aussi remarquer que les fréquences en question sont très proches des fréquences audibles des ondes sonores, et donc c'est pour ça que très souvent les gens développent une analogie, mais qui n'est qu'une analogie entre les ondes gravitationnelles et les ondes sonores. C'est pour ça plus tard que je ne parlerai pas de chandelle standard, mais de sirène standard pour les ondes gravitationnelles. Alors le signal attendu dans une coalescence pour les ondes gravitationnelles est très bien connu. Vous avez une première phase qui est la phase spiralante. Dans cette phase initiale, vous ne pouvez pas faire la différence entre deux étoiles à neutrons, deux trous noirs ou deux objets qui tournent l'un autour de l'autre. C'est uniquement tout à la fin de la phase qu'il peut y avoir des petits effets dont je reparlerai plus tard. Là, typiquement, on sait bien calculer l'émission. Ensuite, deuxième phase, la phase de coalescence proprement dite. Là, on sait très mal calculer l'émission. Et ensuite, l'objet central se forme et se relaxe vers une solution stationnaire. Par exemple, dans le cas d'un trou noir, se relaxe vers une métrique de Kerr. Et là, de nouveau, on connaît bien le signal théorique qui est attendu. Alors là, ici, bien sûr, c'est quelque chose qui est une vue d'artiste inspirée par un calcul, on va dire. Mais vous avez ici un schéma qui exprime le type d'onde qu'on attend. Alors bien sûr, dans le cas de deux trous noirs, cette phase-là est virtuellement réduite à zéro. On passe directement de la phase spiralante à la phase de relaxation, puisque dès que les deux horizons rentrent en contact, on forme un nouvel objet avec un horizon unique. Mais l'idée, c'est que la phase spiralante est très bien calculée avec une approximation dite post-newtonienne à des ordres de plus en plus élevés. Et on a une école française très, très, très forte dans le domaine, alors y compris par exemple à l'IAP avec Luc Blanchet. Et puis la phase de relaxation est également très bien connue. C'est en particulier Thibaut Damour qui a lancé ces calculs-là. Cette fois, c'est plutôt des méthodes perturbatives. Et puis, en revanche, dans le cas des étoiles à neutrons, la phase intermédiaire est très mal connue parce que le seul moyen de la simuler, c'est par des grosses simulations numériques qui sont dépendantes de plein de choses qu'on ne sait pas bien faire. Voilà. Alors, vous savez qu'en 2015 a eu lieu la première détection, qui était en l'occurrence un système de deux trous noirs. Donc cet article-là, il a quand même fait rêver beaucoup de gens. Hein. C'est la première détection d'un signal gravitationnel. Alors, je vais dire quelques mots dessus parce qu'on va apprendre des choses qui vont nous servir ensuite pour étudier le système des deux étoiles à neutrons. Bon, alors en l'occurrence, ici, la source est très bien détectée. Le rapport signal à bruit est de 24. L'amplitude correspond à ce qu'on attendait. Les ordres de grandeur, c'était 10-21. Et donc 10-21, ici, c'est le 1. Là. C'est l'échelle tout en haut des amplitudes. Elle est en unité de 10-21. Le signal, on le voit très très bien là, on le voit même à l'œil dans ce premier cas. Donc c'est typiquement un signal qui commence à basse fréquence et qui passe à très très haute fréquence. Ici, vous avez la fréquence en fonction du temps, avec une amplitude qui augmente quand on se rapproche de la coalescence. Et juste après la fusion des deux trous noirs, on a cette fois le signal de relaxation. Voilà. Alors, vous avez en haut le signal bruité et en dessous le signal filtré, avec superposé le calcul théorique, et l'accord est excellent. Donc on sent déjà qu'en termes de test de la relativité générale, on a quelque chose d'assez précis ici. Enfin, ici, le signal est détecté dans les deux interféromètres de LIGO. Il n'y avait pas encore Virgo dans la boucle, et avec un petit décalage de 7 millisecondes, qui est le seul moyen de donner une vague idée de la direction par triangulation. Alors c'est vraiment une vague idée de la direction, puisque c'est une boîte de 600 degrés carrés dans le ciel. C'est quasiment impossible de rechercher une source là-dedans. Voilà. Alors après, d'un point de vue analyse, ce qu'il faut comprendre, c'est que même avec le premier terme d'émission non gravitationnelle, on peut faire un diagnostic très très précis. L'idée, c'est qu'il y a une première relation qui relie la fréquence et la dérivée de la fréquence, donc quelque chose qu'on peut directement déduire de ce graphe qui donne la fréquence au cours du temps, et qui ne dépend que d'un paramètre dépendant de la source, qu'on appelle la chirp mass, qui est une combinaison des deux masses avec une certaine puissance. Donc, à partir de cette figure-là, on mesure directement cette chirp mass. Et ensuite, on a une deuxième formule qui est ici, qui donne l'amplitude du signal
en fonction de quoi? Alors là, j'ai enlevé la partie oscillante, c'est que la partie amplitude, en fonction de la fréquence qu'on mesure, de la chirp mass qu'on a mesurée grâce à la mesure précédente, et d'un seul paramètre qui est la distance. Et donc, on a directement la distance. Alors là, j'ai un peu triché, il y a une correction supplémentaire qui dépend de l'angle d'inclinaison. Donc, en fait, il y a une dégénérescence entre la distance et l'angle sous lequel on regarde le système. Mais globalement, on a quand même la distance. Et donc, très rapidement, avec ce genre de signal, on peut faire une mesure vraiment directe des masses mises en jeu et de la distance du système. C'est quelque chose que permet les ondes gravitationnelles, qu'on a rarement dans une source astrophysique. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on a aussi le signal après la coalescence, le signal de relaxation. Et ça, il permet cette fois de caractériser l'objet qui s'est formé, le trou noir. Et en l'occurrence, on sait que c'est un trou noir de 60 masses solaires et qui tourne à 67% de la vitesse de rotation maximum du trou noir. Ensuite, quand on compare le système initial et le système final, on constate qu'il y a quand même 3 masses solaires C2 qui ont disparu. Donc c'est ce qui a été émis sous forme d'onde gravitationnelle. Ça fait quand même quelques 10 puissance 47 joules. Et après, on peut s'amuser à regarder. Donc j'ai fait un calcul à la louche. Si on prend toutes les galaxies dans la sphère de Hubble, qu'on multiplie par la luminosité typique d'une galaxie, et qu'on compare à la luminosité au pic de l'émission gravitationnelle, on a facilement 2 ou 3 ordres de grandeur. Donc on a une source qui est énormément plus brillante que tout l'univers connu électromagnétique. Simplement, les ondes gravitationnelles sont infiniment plus difficiles à détecter que la lumière. Voilà, alors vous avez ici un résumé. On peut vérifier par rapport aux conditions initiales que tout à la fin de l'évolution, on rentre bien dans le régime relativiste même des vitesses orbitales, qui était une des conditions pour avoir un signal intense que j'annonçais tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, ça c'était 2015. Alors ensuite, les principales nouveautés, c'est que Virgo est rentré dans la boucle. Et en particulier, 3 jours avant la détection qui nous intéresse, a eu lieu une première détection qui était cette fois un système de 2 trous noirs, mais qui pour la première fois a été détecté par les 3 interféromètres. Vous avez ici les 3 signaux. Donc le troisième, c'est celui de Virgo. Et vous avez en haut les courbes de sensibilité. Vous voyez que Virgo n'est pas encore aussi sensible que les 2 autres, mais commence à rentrer vraiment dans la zone intéressante. Alors c'est très intéressant parce que ça permet des tests de relativité générale supplémentaires, en particulier avec 3 interféromètres, on peut tester la polarisation de l'onde gravitationnelle et montrer là encore qu'une fois de plus, c'est parfaitement compatible avec la relativité générale la plus standard qu'on connaît. Voilà. Alors de manière générale, tout ce qui avait été observé jusque-là, c'était que des systèmes de 2 trous noirs. Et je peux juste mentionner que sur le plan astrophysique, la vraie question qui est posée, c'est que les masses de ces trous noirs sont très élevées. Et ça, c'était un peu une surprise. En fait, on ne sait pas très bien comment on fait pour former, par exemple, le tout premier système, 2 trous noirs, un système binaire de 2 fois 30 masses solaires. En fait, vous avez ici un graphe qui est le même que précédent, mais vous avez ici les trous noirs détectés par onde gravitationnelle, et en dessous, la population de trous noirs qui était connue auparavant par l'observation de ce que j'ai appelé les binaires X, donc de la matière qui tombe sur des trous noirs. Et vous voyez que très clairement, il y a un shift vers les masses très élevées, et ça, c'est une vraie surprise, et on continue à travailler dessus. On n'a pas, pour l'instant, un scénario précis de formation de ces systèmes. Voilà. Alors, j'arrive au 17 août 2017 à 12h41 temps universel. Et une notice apparaît dans le réseau qui est utilisé par tous les observateurs qui s'intéressent au sursaut gamma. Une notice, comme il en apparaît des centaines dans l'année, qui dit que Fermi a détecté un sursaut gamma qui est court, mais qui est extrêmement faible. Il est détecté à 4,8 sigma. Donc s'il n'y avait pas eu quelque chose juste après, ce sursaut, il aurait été immédiatement oublié et personne n'aurait cherché à le suivre avec d'autres télescopes. Vous voyez que là, on fait à peine la différence entre le sursaut gamma et le bruit dans la courbe. Mais ce qui change tout, c'est que quelques minutes plus tard, il y a une alerte qui sort de la chaîne d'analyse de LIGO Virgo et qui dit qu'il y a un signal. Et quand il regarde la date du signal, il s'aperçoit qu'il est 2 secondes avant le sursaut gamma. Donc là, il y a une coïncidence temporelle extrêmement forte. Et en plus, pour la première fois, le signal qui est en fait visible à l'œil nu, vous le voyez, même dans cet interféromètre-là où il y a eu un glitch ici qui a pas mal compliqué l'analyse, mais n'empêche que même avant correction du glitch, à l'œil nu, on voit très très bien la trace de la coalescence. Et en fait, le signal est beaucoup plus long que dans le cas des trous noirs, ce qui indique une chirp mass beaucoup plus petite, et donc c'est un indice très très fort que c'est plutôt des étoiles à neutrons. Dès le départ, ils le savent. Et donc, très rapidement, en gros 40 minutes après la coalescence,
eh bien, cette fois, c'est LIGO Virgo, et non plus Fermi, qui émet un message à la communauté en disant « On a observé une coalescence d'étoiles neutrons en ondes gravitationnelles. Elle a eu lieu 2 secondes avant le sursaut gamma, et d'ici quelques heures, on sera capable de vous donner une localisation et une distance. » Alors là, mobilisation extrême de la communauté, tout le monde rentre dans un état très haut. Et effectivement, quelques heures après, la collaboration fournit cette carte. Alors, je vous rappelle que la première détection en 2015, c'était 600 degrés carrés. Et bien là, à l'arrivée, ils arrivent à 30 degrés carrés. En fait, le signal n'est détecté que dans les 2 LIGO, pas dans Virgo. Avec les 2 LIGO uniquement, ils auraient 190 degrés carrés, mais ils ont aussi une indication de la distance, et ils voient qu'à cette distance-là, Virgo est également sensible. Donc ça veut dire qu'on est dans le cône d'ombre de Virgo, parce que ces instruments ont des fonctions de réponse qui dépendent de la direction, en particulier le long des bisectrices de l'interféromètre, on est très peu sensible, et donc ça permet de réduire considérablement la boîte d'erreur, on sait dans quelle direction du ciel on est, et voilà, vous avez ici la comparaison, en bleu ciel, ça serait sans Virgo, et en vert, c'est avec Virgo. Et là, on arrive à 30 degrés carrés, et en plus, c'est une boîte d'erreur 3D, parce qu'en plus, on a une idée de la distance. On sait qu'on est dans ces 30 degrés carrés à 40 mégaparsecs, c'est-à-dire à 130 millions d'années-lumière. Voilà. Alors ça, c'est envoyé 5 heures après la coalescence, et à partir de là, va donc commencer une recherche de contrepartie dans d'autres domaines de longueur d'onde. Alors, l'idée, c'est que le gros avantage d'avoir une boîte d'erreur aussi petite, c'est qu'avec les catalogues, on s'est très très vite repéré que dans cette boîte d'erreur, à cette distance, il y a en gros une 50aine de galaxies simplement. Alors que si on n'avait pas la distance, il y en aurait des millions. Et donc, les gens ont exploré de manière systématique les 50 galaxies, et en ont trouvé une où il y avait une source inhabituelle qui était apparue au même moment. Donc c'est la galaxie NGC 4993, bon mais ça c'est pas... Et en gros, il y a 6 groupes qui, dans un délai d'1 heure, ont indépendamment découvert en même temps la source, à peu près 10 heures après la coalescence. Et ces 10 heures, ils auraient été prêts avant. C'est essentiellement le temps qu'il a fallu pour qu'il fasse nuit au Chili, là où il y avait les télescopes capables de faire cette recherche. Voilà. Donc voilà l'observation. Donc, bien évidemment, maintenant, une fois qu'on a le visible, on a une localisation extrêmement précise. Donc, on a le point dans la boîte d'erreur où est la source. Donc, vous avez la grosse tache, c'est la galaxie NGC 4993. Et la petite croix vous montre le point qui n'est pas sur les images d'archives et qui est apparu le même jour que la coalescence. Donc, à partir de là, tous les télescopes du monde se concentrent sur cette source et cherchent à l'étudier à toutes les longueurs d'onde. Alors, il y a eu des recherches même non électromagnétiques. Par exemple, les expériences de recherche de neutrinos ont essayé de regarder s'il y avait des neutrinos associés. Ils n'ont pas pu détecter de neutrinos, ils ont juste pu mettre des limites supérieures. Il y a eu aussi, par exemple, je ne sais pas s'il y a des gens du LLR qui sont là, mais les spécialistes de l'astronomie gamma à très haute énergie ont cherché aussi avec S à voir si quelque chose. Ils n'ont rien détecté, mais ils ont mis des valeurs supérieures. Mais vraiment, je pense que c'est la source qui a été la plus suivie de toute l'histoire de l'astronomie des phénomènes transitoires. Le papier qui décrit ça a 2000 et quelques auteurs qui sont issus de 70 collaborations différentes. Donc, c'est-à-dire que ça devient comparable au grand papier du style la découverte du boson de Higgs, mais boson de Higgs, c'est 2 grosses collaborations essentiellement. Là, c'est 70 collaborations qui vont depuis des centaines de personnes jusqu'à des équipes de 3-4 personnes qui avaient un télescope au bon moment pour regarder, quoi. Alors, l'idée, c'est que la séquence temporelle est la suivante. Je vous ai décrit l'alerte initiale. Ensuite, donc 11 heures après, on a la contrepartie visible, donc, dont on verra plus tard qu'on s'est aperçu que c'était la kilonova attendue. On a la galaxie haute. Et puis, dans ce qui a suivi, il y a d'une part un suivi extrêmement précis de la kilonova. Donc, en particulier, on dispose de plein de spectres. Le premier spectre a été obtenu 1 jour après la coalescence. Et puis, plus tard, tardivement, on a détecté aussi la source en X, 9 jours plus tard, et la source en radio, 16 jours plus tard. Et en fait, la source a de nouveau été observable au début du mois de décembre, et elle est toujours observée. Alors, on a donc maintenant un corpus d'observation absolument unique. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, une petite animation, ça correspond exactement à ça. Le signal gravitationnel, c'est la phase spiralante et la fusion. Et ensuite, vraisemblablement, ce qu'on observe, c'est d'une part une éjection relativement isotrope qui correspond à l'émission de la kilonova que vous êtes en train de voir là, plutôt dans le domaine visible infrarouge, proche infrarouge, et également une émission de type jet qui correspond à l'émission du sursaut gamma, c'est-à-dire essentiellement ce qu'on attendait du point de vue théorique. Alors, d'un point de vue
un peu conceptuel. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de mettre l'accent sur la complémentarité des différents messagers. On parle toujours d'émergence d'une nouvelle astronomie, alors c'est ça que je vais essayer d'illustrer. Alors juste pour vous dire, là c'est juste un petit diagramme qui illustre la grosse différence entre le cas étoile à neutrons et le cas trou noir du point de vue des ondes gravitationnelles. Vous voyez que le signal dure vraiment beaucoup plus longtemps du fait que les masses sont plus petites. D'accord ? Donc on a ici un nombre d'orbites à étudier qui est beaucoup plus important que dans le cas des trous noirs. Alors comme ça dure à peu près 100 secondes, je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout, mais vous avez compris l'idée. Et je passe au transparent suivant. Donc voilà ce qu'on déduit déjà uniquement des ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est exactement le même type d'analyse que dans les cas précédents. La différence, c'est qu'on n'a pas le signal post-coalescence. Non pas qu'il n'existe pas, mais les instruments ne sont pas encore assez sensibles pour le détecter. Donc là, c'est une grosse incertitude théorique. On ne connaît pas la nature de l'objet qui s'est formé. Est-ce que c'est une étoile à neutrons ou un trou noir? En revanche, on mesure très précisément le système initial. Et comme on a la position visible, on a aussi une bien meilleure détermination de la distance et de l'angle sous lequel on voit le système. Et puis toujours pour mentionner les aspects intéressants, dans le cas des étoiles à neutrons, dans les toutes dernières orbites, vous commencez à avoir une déformation des étoiles par effet de marée, en fait, par champ gravitationnel différentiel. Et ça va affecter légèrement le signal. Et ça va donc vous mettre une contrainte, on mesure ce qu'on appelle un paramètre de déformabilité, qui va donner une contrainte sur l'équation d'état de la matière ultra-dense. Alors c'est ce que j'ai illustré ici. Le graphe du haut vous montre juste la détermination des masses, donc les deux axes, c'est les masses des deux objets. La diagonale très bien déterminée, c'est la chirp mass, c'est ça qu'on mesure en fait. Et ensuite, les deux autres, ça vous donne les incertitudes sur les masses des deux objets, avec des hypothèses sur leur spin, sur la façon dont les deux étoiles tournent. Tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas exclure à 100% qu'un des deux objets ne soit pas un trou noir. Ce n'est pas probable, mais ce n'est pas complètement exclu. On peut penser qu'une analyse plus poussée sera indépendante de l'hypothèse sur les spins et permettra de donner une information un peu plus précise. Et alors le graphe du bas vous illustre la mesure de ces deux paramètres de déformabilité dont je parlais. Et ensuite, les courbes sont des trajets théoriques de les valeurs de ces paramètres pour différentes équations d'état. Et donc on voit qu'on en exclut. En gros, on exclut toutes les équations d'état qui donneraient des étoiles qui se déforment beaucoup à la fin. Et donc, en gros, ça vous dit que pour 1,4 masse solaire, qui est la masse typique d'une étoile à neutrons, vous ne devez pas être plus grand que 14 km. C'est un début. C'est pas encore, ça n'élimine pas toutes les équations d'état, sauf une. Alors maintenant, j'arrive à la kilonova. Alors voilà le spectre de la kilonova au cours du temps. C'est quand même un très bel exemple d'objet qui se refroidit, sur une échelle de temps assez courte. Au total, ça dure 10 jours. Donc vous avez vu qu'au départ, il piquait clairement dans le bleu, et qu'à la fin, il pique clairement dans l'infrarouge. Donc, c'est des spectres qui ont été obtenus au Very Large Telescope au Chili. Et donc, vous avez ici ce qu'on voit. Donc, c'est exactement ce qu'on attendait. C'est-à-dire, c'est exactement ce qui était attendu avec un éjectage chauffé par la radioactivité liée au processus R et ensuite refroidissement radiatif. Pourquoi on le sait? Parce que la modélisation très précise de la courbe de lumière nous indique qu'on a besoin d'une opacité de la matière extrêmement élevée. Ce que les astrophysiciens appellent l'opacité de la matière, c'est la section efficace par unité de masse dans la matière. Typiquement, on a besoin de 10 cm² par gramme, et ça, on ne sait le faire qu'avec les éléments les plus lourds, en particulier les éléments du groupe des lanthanides. Donc on a un indice très fort de nucléosynthèse des éléments lourds. De plus, dans un des spectres, alors c'est pas encore complètement confirmé parce que c'est une mesure difficile à faire, mais dans un des spectres, il y a des traces d'absorption qui s'analysent très bien par de l'absorption due au césium et au tellure. Alors c'est des raies extrêmement larges à cause de la vitesse extrêmement élevée de l'éjecta, mais ça colle assez bien, et en tout cas le spectre ne ressemble à rien de connu. Voilà. Donc tout ça fait qu'on est très confiant qu'effectivement c'est le phénomène attendu, cette prédiction théorique de la kilonova qui a été observée là. Alors là, j'ai parlé de l'information donnée par les ondes gravitationnelles, de l'information donnée par la kilonova. Mais alors maintenant, si on combine les deux, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on peut faire de la cosmologie, puisque les ondes gravitationnelles donnent la distance directement, je vous expliquais comment. La kilonova, on a la galaxie, on a son décalage vers le rouge, et donc on mesure la constante de Hubble. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas si simple, parce qu'à 40 mégaparsec, une galaxie a encore une composante dans son décalage vers le rouge qui est liée à son mouvement propre, qui n'est pas du tout négligeable. Donc il faut réussir à corriger ça. Donc pour l'instant, ce n'est pas compétitif avec les autres méthodes. Vous avez donc l'axe des X, c'est la constante de Hubble. Vous avez les deux méthodes principales qui mesurent la constante de Hubble, c'est avec le rayonnement fossile, c'est la mesure bleue qui est Planck.
et puis avec les supernovae de type 1A, et c'est la courbe orange. Alors il y a ce qu'on appelle une tension. Voilà. Alors les ondes gravitationnelles, voilà. Alors c'est une tension qui est relative, parce que moi quand j'étais étudiant en DEA, c'était entre 50 et 100 km par seconde, et par mégaparsec. Là maintenant, on se bat autour de 70, donc on a quand même progressé. Mais les deux méthodes ne donnent pas le même résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que les ondes gravitationnelles sont compatibles, mais pour l'instant ne favorisent ni l'une ni l'autre. Encore que, quand on regarde d'un peu plus près l'analyse, on s'aperçoit qu'il y a cette dégénérescence dont je parlais entre la distance et l'angle de vue sous lequel on regarde le système. Et donc, suivant si on croit plutôt la valeur Planck ou plutôt la valeur supernova de la constante de Hubble, on ne voit pas le système sous le même angle. Il y a donc l'espoir que la modélisation détaillée de l'émission électromagnétique permettra de contraindre cet angle et donc de favoriser l'une ou l'autre des deux valeurs. Après, spontanément, on aurait plutôt tendance à croire Planck que les supernovae, parce que les biais sont plus évidents pour les supernovae, mais quand on discute avec les cosmologistes, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des sources possibles de systématiques négligées dans l'une méthode comme dans l'autre. Voilà. Donc voilà, juste, c'est ce que j'illustre. Vous avez ici un graphe qui vous donne cette fois la probabilité de l'angle sous lequel on voit le système orbital. Précisément, c'est l'angle entre la ligne de visée et le moment cinétique orbital du système initial. Et vous avez en bleu si on n'utilise que les ondes gravitationnelles, et en vert et en orange si on croit l'une des deux valeurs de la constante de Hubble. Et vous voyez que ça ne prédit pas du tout le même angle de vue. Voilà. Alors, je vais maintenant dire un mot du sursaut gamma. Donc ça, c'est l'illustration du délai. Et voilà, 2 secondes plus tard, le sursaut gamma. C'est quand même assez joli. Alors, ça a un sens de transformer l'onde gravitationnelle en onde sonore pour l'écouter. Pour le sursaut gamma, c'est plus discutable. Mais ils ont mis une jolie note finale. En fait, dans cette analogie, vous voyez que typiquement, on commence par un pianissimo dans les graves et qu'on finit par un fortissimo dans l'aigu. Voilà. Et en fait, on n'est pas très loin, on n'est pas tout à fait à 440, mais pas si loin en fait. On finit quasiment sur un là. Alors, le sursaut gamma, il a été observé principalement par Fermi, mais aussi par un autre satellite qui est intégral. Alors, première information, ce délai. Ce délai est super intéressant. Le signal gamma arrive 1,7 secondes après le signal gravitationnel, après avoir parcouru 130 millions d'années-lumière. Ça vous met une contrainte sur la vitesse de propagation des ondes gravitationnelles qui est très très forte. Et qui est bien sûr, qui vous dit que globalement, vous êtes assez à pas grand-chose près. Alors bien sûr, avec ça, les gens ont fait beaucoup d'autres tests de physique fondamentale dont je ne suis pas spécialiste, mais visiblement, ça permet de faire un certain nombre de tests qui permettent de contraindre des théories alternatives à la relativité générale. Alors, il y a des tests qui sont liés, c'est tous en particulier liés au délai, mais il y a des tests directement sur la vitesse de propagation, il y a des tests aussi sur des théories qui prédisent des violations de l'invariance de Lorentz, des choses comme ça. Et donc, il y a tout un papier qui discute ces conséquences, mais bon, je ne vais pas trop... Enfin, c'est pas quelque chose que je connais bien. Alors après, d'un point de vue astrophysique, qui est plus ma partie, on s'attend à un délai. Et ce délai est très intéressant. Quelle est l'information contenue dans ce délai ? Eh bien, typiquement, vous avez la coalescence, qui forme un nouvel objet dont on ne sait pas très bien si c'est une étoile ou un trou noir. Et il peut y avoir un premier délai qui est que ce nouvel objet n'est pas susceptible d'éjecter immédiatement de la matière à vitesse relativiste. Il faut peut-être un certain temps pour que le moteur central s'active. Ça vous fait un premier délai. On l'attend plutôt court, parce que les échelles de temps dynamiques autour d'un trou noir comme ça se compte en millisecondes. Et ensuite, si l'émission gamma est produite dans un jet, elle n'est pas produite, comme je vous l'ai expliqué, à la base du jet, mais à une certaine distance. Il a fallu s'y rendre, même si le jet est relativiste, on prend un peu de retard par rapport à la lumière. Et ça vous donne un deuxième délai. Et donc le délai total est la somme de ces deux délais. Et ce qui est très intéressant, c'est que je vais vous décrire ensuite qu'il y a plein de scénarios possibles pour produire le sursaut gamma, mais ils ne prédisent pas le même budget pour les deux composantes de ce délai. Donc on peut penser qu'avec d'autres événements, on pourra distinguer les scénarios aussi par le délai. Voilà. Alors, le point important à retenir, c'est que ça serait trop beau si tout marchait. Et là, il y a quand même un truc bizarre, c'est que le sursaut gamma, il est à 40 mégaparsec, alors que tous les autres sursauts gamma sont beaucoup plus lointains, et pourtant, il est détecté à même pas 5 sigma dans Fermi. Il est donc intrinsèquement extrêmement faible. En fait, il est 4 ordres de grandeur plus faible qu'un sursaut gamma normal. Donc là, ça pose une question très intéressante, qu'on peut résumer de la manière suivante. Est-ce que c'est qu'il y a un sursaut gamma normal dans une certaine direction qui n'est pas celle sous laquelle on regarde la source, et en fait on regarde plus sur le côté et on voit quelque chose de plus faible ? Dans ce cas-là, c'est bien complètement connecté avec la population connue,
et c'est juste qu'on ne regarde pas sous le bon angle, ou est-ce que toutes les coalescences ne donnent pas un sursaut gamma hyper brillant et qu'on est dans la situation où justement on n'en donne pas un? Donc ça, c'est bien sûr, on n'a pas la réponse, mais c'est sur le genre de scénario qu'on travaille en ce moment. Voilà. Alors, les modèles peuvent être résumés avec ce schéma. Donc, vous avez hypothèse numéro 1, c'est le scénario le plus standard avec un jet, et simplement, ce jet, il est vu de face, mais il est un peu moins énergétique que d'habitude, et c'est pour ça que c'est 4 ordres de grandeur en dessous. Ça, on peut tout de suite dire que ça ne marche pas, parce qu'ensuite, ça freinerait quand même, et on verrait des X beaucoup plus tôt que ce qu'on a vu. Donc, le scénario A, éliminé. Scénario B est une variante où il y a un jet qui est normal. Si on l'avait vu de face, on aurait vu un sursaut gamma super brillant, mais on le voit de côté. Donc, comme les photons sont focalisés vers l'avant, eh ben, on en détecte peu, et donc on voit un truc très faible. Alors ça, le problème, c'est qu'il y a un double effet relativiste, c'est qu'il y a la focalisation, mais il y a aussi l'effet Doppler. Et si vous devez perdre 4 ordres de grandeur sur le flux, eh bien, vous devez perdre aussi plus d'un ordre de grandeur sur le spectre. Et donc, ça voudrait dire que vu de face, c'est un sursaut gamma qui aurait piqué au-delà de 10 MeV, ce qui n'est pas du tout habituel. Donc, ce scénario a des problèmes. Et puis, par ailleurs, la focalisation relativiste étant extrême, eh bien, il y a une sorte de fine-tuning pour être pile sous le bon angle, pour quand même voir le sursaut. Donc, le B, les gens n'y croient pas trop non plus. Donc, tout le monde se concentre sur des variantes autour des schémas C et D, qui sont... La principale différence entre C et D, c'est que dans C, il y a un jet relativiste, mais qu'on n'a pas vu de face, donc on n'a pas vu d'émission associée à ce jet, comme d'habitude. Dans D, ce jet n'existe pas. Mais dans les deux cas, il y a autour de la matière un peu moins relativiste, un peu moins énergétique, qui fait le sursaut gamma et le freinage qui est observé après. Alors après, il y a plein de variantes pour faire ce cocon. On appelle ça un cocon, mais il y a plein de façons de le faire. Une façon, j'en illustre une, c'est que si l'éjection qui a produit la kilonova précède légèrement l'éjection relativiste, eh bien le jet, il doit réussir à sortir de cet éjecta, il doit percer cet éjecta. Et donc, il est possible que, donc il va interagir dans ce milieu. Au moment où il sort, il va y avoir ce qu'on appelle l'émission du choc breakout, du moment où le choc s'échappe de l'enveloppe. C'est une physique qui est bien connue dans le cas des supernovas. C'est un peu la même ici, mais qui est quand même pas mal changée parce que la densité du milieu est très différente et la vitesse du jet est très différente. Et la question, c'est de savoir si cette propagation, elle a complètement épuisé le jet, et donc quand on arrive là, après, il ne se passe plus rien, ou si, en fait, il continue à sortir. Voilà. C'est ça qui peut faire une des variantes. Alors, bon, ça va être difficile de conclure sur un seul événement, mais on a quand même espoir de pouvoir éliminer certaines variantes. Alors, en particulier avec les observations X et radio tardives, l'idée, je vais peut-être sauter ce transparent-là et tout de suite passer à un autre transparent qui montre mieux ce que je veux dire. Là, je vais plutôt passer à celui-là qui montre bien la géométrie. Vous avez en haut un schéma qui vous montre que dans le plan équatorial et puis autour de la région centrale, vous avez une éjection pas trop relativiste qui est le siège de la nucléosynthèse et qui donne la kilonova. L'analyse détaillée de la courbe de lumière, c'est une courbe de lumière qui a une précision qu'on n'a jamais. On a un suivi temporel et spectral qu'on n'a jamais. Donc on peut faire vraiment des modèles beaucoup plus détaillés que d'habitude et montre qu'il y a sans doute au moins 2 composantes. Et ça, c'était attendu. Il y a un premier éjecta dynamique au moment de la fusion dans le plan équatorial. Et ensuite, il y a un éjecta plus isotrope qui peut être poussé par un vent issu du disque. Et c'est assez naturellement, ça donne 2 composantes. Et puis pour le jet, ben voilà, c'est les questions que j'ai notées. Est-ce qu'il y a un jet relativiste ou pas? Est-ce que c'est plutôt du matériel autour? C'est ces questions-là qu'on se pose. Voilà. Qui sont liées aussi à la nature de l'objet central qu'on ne peut pas déterminer. Alors pour conclure, quelles sont les étapes suivantes? Bon, ben déjà, la source est toujours détectée en X et en radio. Or, les différents modèles ne prédisent pas la même évolution sur le long terme de l'émission radio. Donc on va peut-être commencer à pouvoir éliminer certaines variantes avec ça. Pour l'instant, on n'a qu'un point de plus, donc c'est un peu limité, mais si on continue à le suivre pendant plusieurs mois, ça va devenir très intéressant. Ensuite, vous le savez, actuellement, LIGO Virgo ont arrêté leur prise de données, mais elle reprendra dans 1 an. Et vu les résultats dès les premières prises de données, on peut être très optimiste sur ce qui va se passer dans les prochaines campagnes. Donc on aura d'autres événements. Alors quelles sont les questions qu'on peut poser? Bon, déjà, est-ce qu'il y a des couples mixtes? Est-ce qu'on va avoir des coalescences étoiles à neutrons trous noirs? C'est une population complètement inconnue. Autant on connaissait des systèmes de 2 étoiles à neutrons dans la galaxie, autant des systèmes étoiles à neutrons trous noirs, on n'en connaît aucun. Est-ce qu'il y a les mêmes contreparties électromagnétiques ou pas? Voilà.
Ensuite, est-ce qu'on va voir d'autres systèmes de 2 étoiles à neutrons? Alors là, est-ce qu'un jour on pourra détecter le signal post-coalescence? Ce serait extrêmement important pour la nature de l'objet qui se forme. Et surtout, est-ce qu'on va pouvoir en voir, si on en commence à en voir beaucoup, on va les voir sous différents angles. Et là, ça va être très intéressant, parce que comment les contreparties vont se comparer sous différents angles. Vous avez vu qu'on a une source qui n'est pas du tout isotrope. Il y a un jet, il y a un éjecta autour. Sous différents angles, ça peut grandement aider à différencier entre les différents scénarios. Voilà, puis de manière générale, plus on a de la statistique, plus on aura des idées sur les taux, sur le domaine de masse. Ça, par exemple, par rapport à la question de l'enrichissement chimique en éléments lourds, c'est très important. On a un événement qui nous dit, dans une coalescence de l'étoile à neutrons, on fait des éléments très lourds. Mais pour pouvoir conclure que la source principale des éléments lourds dans l'univers, c'est ça, il faut combiner avec une estimation du taux. Voilà. Alors pour l'instant, c'est des taux très grossiers qui collent à peu près, mais on voudrait quelque chose de plus précis. Du point de vue du domaine de masse, voilà où on en est. Les points jaunes, c'était les étoiles à neutrons connues. Le phénomène qui vient d'être observé, il est au milieu. L'objet final, on ne sait pas trop si c'est encore une étoile à neutrons ou si c'est déjà un trou noir. Il y a tout un gap où il n'y a pas d'observation, puis après il y a les trous noirs observés sous forme de binaire X, et ensuite les trous noirs observés avec les ondes gravitationnelles. Voilà. Alors on peut commencer à faire de la statistique de population et étudier les scénarios de formation. Après, un autre aspect très important pour la suite, c'est qu'il va y avoir de nouveaux interféromètres. Donc le premier qui rejoindra le réseau sera sans doute le projet japonais. Et plus vous avez d'interféromètres, mieux vous localisez vos sources, parce que c'est en gros de la triangulation. Et donc, vous avez ici, c'est une figure qui date un peu, mais qui vous donne l'évolution prédite des boîtes d'erreurs au cours du temps, au fur et à mesure que des interféromètres rejoignent le réseau. Et vous voyez qu'à partir de 2022, on peut espérer avoir de manière un peu plus régulière des boîtes d'erreurs de l'ordre de la dizaine de degrés carrés, c'est-à-dire quelque chose qui facilite vraiment beaucoup plus la recherche de contrepartie. On a déjà des moyens de recherche efficaces de contrepartie, mais je mentionne qu'on en aura encore plus dans l'avenir. Et donc, un mot de pub pour un projet franco-chinois, qui est le projet SVOM, qui est un satellite qui est parfaitement conçu pour ça. En fait, c'est au départ un satellite qui est prévu pour l'étude des sursauts gamma, mais qui est donc très bien adapté aussi à la recherche de contrepartie d'ondes gravitationnelles. Donc, le principe est le suivant. Ça ressemble un peu à Swift, avec des choses en plus. L'idée, c'est que vous avez un télescope gamma grand champ qui peut détecter un sursaut gamma, qui a un système à masque codé qui permet de le localiser. Il y a aussi des détecteurs gamma supplémentaires qui permettent d'avoir le spectre jusqu'à plusieurs MeV. L'ordinateur de bord localise le sursaut, repointe le satellite et le met dans le champ de vue d'un télescope X et d'un télescope visible qui est plus sensible que celui de Swift. En parallèle, tout ça est transmis au sol et il y a des batteries de télescopes au sol qui suivent. Alors ça, c'est le régime sursaut gamma, mais si maintenant vous avez une alerte qui est générée au sol par un interféromètre, le délai est un peu plus long parce que là, de manière générale, les ingénieurs n'aiment pas lancer de manière automatique un ordre à un satellite avant d'avoir vérifié 2 ou 3 trucs. Mais enfin, on peut espérer qu'en, disons, peut-être 2 heures, on envoie au satellite l'ordre de se repointer. Ce sera bien sûr trop tard pour la recherche du sursaut gamma. Là, la seule chance, c'est de regarder dans la bonne direction au bon moment. Mais en revanche, pour la recherche d'une contrepartie visible ou X, on est encore très très compétitif. Voilà. Alors, c'est le principal projet comme ça, multi-longueur d'onde rapide pour 2021 et plus. Après, sans doute que Fermi, en tout cas, existera toujours. Swift, c'est moins clair parce que les gyroscopes de Swift sont en train de lâcher les uns après les autres. Voilà. Alors pour conclure, j'ai mis ici un résumé de toutes les premières associées à cet événement. Il y en a beaucoup. Je ne les relis pas, hein, je les ai citées au cours de l'exposé. Et puis j'ai mis ensuite une liste de questions pour l'avenir que j'ai évoquées. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.